Élu, mes observations, tirées du cœur de ceux qui ont traversé ce désert, me confirment que c'est ainsi. La personne que tu étais avant l'addiction ne revient jamais. Cette personne est morte. Ce qui émerge à sa place n'est pas une version guérie. C'est quelque chose pourquoi la plupart des gens n'ont pas de nom. C'est quelque chose qui effraie, qui trouble, qui remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la transformation humaine. Je l'ai vu dans mon cabinet de consultation. Quand une addiction meurt, un étranger naît. Un étranger qui porte des cicatrices invisibles comme des métaux secrets. Un étranger qui voit le monde à travers une lentille à laquelle tu n'auras jamais accès. Permets-moi de te décrire l'anatomie de cet étranger. Il y a un moment, des semaines ou des mois après le dernier verre, la dernière dose, le dernier recours qui te tenait enchaîné. Tu te réveilles et tu tends la main vers quelque chose qui n'est plus là. Pas la substance, mais quelque chose de plus profond. Tu tends la main vers la personne que tu étais autrefois et ta main se referme sur rien d'autre que du vide. C'est ce que j'ai appelé la mort de l'ego, mais c'est une formulation polie. Ce qui se produit ressemble davantage à un meurtre. L'ancien soi ne s'efface pas doucement dans le souvenir. Il est déchiqueté cellule par cellule jusqu'à ce que ce qui reste ressemble à peine à quelque chose d'humain. Tu te regardes dans le miroir et tu vois un visage familier, mais une âme que tu ne reconnais pas. Tes amis te demandent si tu vas bien. Tu réponds oui, c'est un mensonge. Non pas par douleur, mais parce que le mot « correct » a disparu de ton vocabulaire. Tu es passé au-delà, dans un territoire qui n'a pas de nom. Les gens attendent un retour à la normale. Ils attendent que la personne qu'ils connaissaient rentre à la maison. Ils attendent en vain. Cette personne est enterrée sous les décombres du passé, et il n'y aura pas de résurrection. L'addiction ne t'a pas seulement pris tes habitudes. Elle t'a pris ton identité, ton sentiment de toi-même. Chaque pièce du puzzle qui te permettait de te reconnaître. Et quand tu te libères, tu ne récupères pas ces pièces. Tu en reçois d'autres, différentes, plus étranges. J'ai écrit sur l'ombre, cette part obscure de nous-mêmes que nous refusons d'admettre. L'addiction t'a forcé à vivre dans cette ombre si longtemps que lorsque tu finis par sortir dans la lumière, tu emmènes l'obscurité avec toi, non comme un fardeau, mais comme une compagne. Tu as serré la main de tes démons, tu t'es assis avec ton pire toi-même. Et maintenant ce toi-même fait partie de toi d'une manière qui ne peut être défaite. Cela terrifie ceux qui n'y sont jamais allés. Ils voient quelqu'un qui est descendu en enfer et ils s'attendent soit à une destruction complète, soit à une rédemption complète. Ce qu'ils rencontrent n'est ni l'un ni l'autre. Ils rencontrent quelqu'un qui porte l'enfer dans sa poche comme de la petite monnaie. Le fantôme qui reste n'est pas la personne qui a souffert, c'est la personne qui a survécu. Et la survie modifie jusqu'à l'architecture même de l'âme. Tu ne penses plus de la même façon. Les trivialités qui comptaient autrefois ne s'enregistrent plus. Les grandes peurs deviennent de simples désagréments. Tes priorités se réorganisent de manière incompréhensible pour quiconque n'a pas parcouru ce chemin. Tu deviens inaccessible sur certains plans. Pas froid, pas distant, mais syntonisé sur une fréquence à laquelle la plupart ne peuvent s'accorder. C'est là que commence la véritable transformation. Pas dans la guérison, mais dans le hante. Tu portes le fantôme de qui tu étais. Et ce fantôme murmure des vérités que personne d'autre n'entend. Il parle de la nature humaine, de la souffrance, du fil du rasoir entre destruction et création. Et tu écoutes, car tu sais que ce fantôme a payé sa sagesse avec du sang. Quelque chose arrive à ta vision quand tu rampes hors de la fosse. Pas à tes yeux, mais à la psyché qui se trouve derrière eux. Tu commences à voir ce qui a toujours été là, pourtant invisible. Les fissures dans un sourire, le poids sur une épaule, l'instant fugace où un masque glisse et où tu entrevois une guerre privée. Mon collègue Nietzsche a écrit que si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Il avait raison, mais il a omis la conséquence. L'abîme t'apprend à voir dans le noir. Une fois cette compétence acquise, elle ne peut être désapprise. Le monde ne redevient ni lumineux, ni simple. Il devient stratifié, complexe. Tu perçois la surface et la profondeur simultanément. Cette double vision devient ton état permanent. Tu entres dans une pièce et tu le sens. La tension non dite, l'éléphant ignoré, le cri silencieux sous la conversation polie. Ce n'est pas de la clairvoyance. C'est une reconnaissance de motifs nés d'années passées à étudier tes propres mensonges, tes propres justifications, ta propre architecture élaborée de déni. Tu es devenu expert en autotromperie et donc tu le repères chez les autres à grande distance. Cela te rend dangereux dans la société, non par jugement, mais par une honnêteté qui va à l'encontre de la fiction confortable sur laquelle le monde fonctionne. La plupart des gens vivent dans un globe de neige. Tout paraît joli et maîtrisé. Ils le secouent pour s'amuser. Toi, tu n'y résides plus. Ton globe s'est brisé. Tu as vu que la neige est en plastique, que l'eau est chimique, que le trou est une illusion fabriquée. Une fois que tu vois le mécanisme, tu ne peux plus l'ignorer. Cela ne te rend pas supérieur. Cela te rend là,
d'une lassitude inexplicable. Car voir à travers les murs, c'est voir les murs que les gens construisent pour se protéger. Des murs qui sont parfois tout ce qui les maintient sains d'esprit. Je parle d'individuation, le processus de devenir son vrai soi. Mais cela a un prix. Il faut affronter les parts de la réalité que la société accepte d'ignorer. Il faut reconnaître la violence qui mijote sous la civilité, le chaos tapis sous l'ordre, le désespoir caché sous le succès. L'addiction t'a forcé à affronter ces vérités en toi-même. Maintenant, tu les affrontes dans tout. Dans les systèmes, dans les relations, dans des cultures entières construites sur des mensonges consentis. Cette nouvelle vision transforme ta traversée du monde. Tu deviens sélectif avec ton énergie. Les conversations superficielles te font l'effet de sable sur le cerveau. Les amitiés de surface te font l'effet d'une famine. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'efficacité. Tu as appris que la vie est trop courte, trop brutale pour être gaspillée en faux semblants. Alors tu cherches le réel sous la performance. Tu cherches ceux dont le globe de neige s'est également brisé. Quand tu les trouves, la connexion est instantanée. Pas besoin de conversations superficielles, seulement de la reconnaissance. Deux êtres qui ont vu à travers les murs, se saluant d'un signe de tête à travers une pièce bondée. Pourtant, cette vision a un prix. Tu ne peux pas aider ceux qui refusent de voir. Tu peux leur montrer les fissures, les motifs, les vérités évidentes qu'ils évitent et ils regarderont droit au travers. Car voir exige un courage que la plupart ne sont pas prêts à rassembler. Alors tu apprends le silence. Tu apprends à laisser aux gens leurs illusions, non par gentillesse, mais par sagesse. Tu te souviens du temps où toi aussi tu ne voyais pas, quand d'autres ont essayé de te montrer, et que tu les as combattus bec et ongles. Tu te souviens que la vision ne se donne pas, elle se gagne, et généralement à travers la souffrance. Voici ce que l'on dit rarement sur la sobriété. Le bruit cesse, et c'est là que réside la véritable terreur. Pendant l'addiction, l'esprit est plein. Bavardage constant, plans, justification, angoisse pour la prochaine dose, culpabilité pour la dernière. Une station de radio diffusant le chaos sans répit, puis un jour tu réalises que la station s'est tue, silence mort. Et dans ce silence, tu entends quelque chose de pire que n'importe quel manque. Tu entends ton propre soi, le vrai soi, celui qui a été bâillonné et ligoté dans le sous-sol de ton esprit pendant des années. Et ce qu'il a à dire n'est pas agréable. Ce silence n'est pas paisible. Il est agressif, il force la confrontation. Toutes les questions que tu as fuies se présentent à ta porte et exigent des réponses. Qui es-tu sans béquille? Que veux-tu vraiment? De quoi avais-tu si peur que tu aies eu besoin de t'anesthésier jusqu'à l'oubli? Le silence ne cède pas. La seule voie est de t'asseoir et d'avoir la conversation que tu as évitée toute ta vie. Kierkegaard a nommé cela l'angoisse existentielle, cette maladie qui arrive quand tu réalises que tu es libre, complètement, terrifiante libre. Plus d'excuses, plus de blâme sur la substance. Seulement toi, tes choix et le vaste vide où ton identité résidait autrefois. La plupart ne supportent pas cela. Ils remplissent le silence immédiatement. Nouvelles addictions, nouvelles distractions, n'importe quoi pour éviter de rester seul avec leurs pensées. Mais si tu es sérieux dans ta transformation, tu dois résister à cette pulsion. Tu dois laisser le silence faire son œuvre. L'œuvre est brutale. Elle te dépouille jusqu'à rien. Toutes tes histoires sur toi-même, toutes tes explications confortables pour ta vie, toutes tes croyances chéries sur qui tu es et ce que tu mérites sont jetées au feu et tu les regardes brûler. Tu regardes tout ton concept de soi se transformer en cendres. C'est ce que les mystiques appellent la mort de l'ego. C'est ce que j'appelle la rencontre avec le soi, avec un grand S. Le vrai toi qui existe sous tout le conditionnement, sous tout le trauma, sous tous les mensonges qu'on t'a racontés et que tu t'es raconté. Dans ce silence, une chose étrange se produit. Tu commences à entendre les autres différemment. Leurs mots atterrissent autrement. Tu entends ce qu'ils ne disent pas. La peur derrière leur assurance, le doute derrière leur certitude, la douleur derrière leur colère. Car tu as assez longtemps séjourné dans ton propre silence pour le reconnaître chez autrui. C'est ainsi que fonctionne la vraie compassion. Non par pitié, mais par reconnaissance, par le fait de voir un autre piégé dans le bruit qu'il crée pour fuir son propre silence. Mais voici le retournement. Le silence t'accorde aussi du pouvoir. Car pendant que tout le monde parle, performe, prouve, justifie, toi tu es simplement là, présent, immobile. Et cette immobilité devient magnétique. Les gens le ressentent. Ils ne peuvent pas le nommer, mais ils le ressentent. Quelque chose en toi n'est plus désespéré, plus en train d'essayer de convaincre. Tu as trouvé dans ce silence ce que la plupart cherchent toute une vie. Pas le bonheur, pas la paix, mais quelque chose de plus fondamental. Une forme d'acceptation de l'existence elle-même, avec toute sa brutalité et sa beauté. Avec le fait qu'elle n'a aucun sens, et n'en aura jamais. Le silence t'enseigne que les mots sont le plus souvent inutiles. Que la vraie communication se passe en dessous d'eux, dans le ton, dans la présence, dans l'espace entre les phrases.
Tu deviens flou en sous-texte. Tu apprends à faire confiance à ce que tu ressens plus qu'à ce que tu entends. Cela peut te rendre étrange dans les rassemblements sociaux, mais cela te rend inestimable en situation de crise. Quand tout s'effondre et que les autres paniquent, toi tu es déjà allé au fond. Tu connais le silence qui s'y trouve, et il ne t'effraie plus. On présume que les cicatrices sont des faiblesses, des preuves de blessures. Mais après l'addiction, quelque chose s'inverse. Ces cicatrices deviennent tes lettres de créance. Pense au métal. Quand on le chauffe, le martèle, le plie, il ne s'affaiblit pas. Il devient plus fort. Sa structure moléculaire change. Il devient quelque chose qu'il n'aurait jamais pu être sans la chaleur, la pression, la violence. Il en va de même pour ceux qui survivent à l'addiction. Ils sont forgés. Le processus est laid, douloureux, et personne ne devrait avoir à l'endurer. Mais une fois enduré, on n'est plus fait du même matériau que les autres. Cela se manifeste de manière étrange. Ta tolérance à l'inconfort devient immense. Les épreuves qui briseraient les autres te touchent à peine. La perte d'un poste, tu as perdu plus. La fin d'une relation, tu as survécu à pire. La détresse financière, tu as été sans abri dans ton âme. La simple pauvreté sur ton compte ne peut plus t'effrayer. Ce n'est donc pas de l'anesthésie, c'est de la perspective. Tu es allé au bord du gouffre et tu as regardé en bas. Tout le reste n'est que distance par rapport à ce bord. J'ai écrit sur le guérisseur blessé l'idée que l'on ne peut vraiment aider quelqu'un qu'avec une blessure que l'on a soi-même portée. Ce n'est pas seulement une expérience partagée, c'est une connaissance partagée. Tu sais des choses maintenant. Tu sais la force qu'une personne peut posséder quand tout est arraché. Tu sais combien de douleurs un être humain peut endurer et continuer à respirer. Tu sais le moment précis où l'on est sur le point de se briser et celui où l'on est sur le point de percer. Et tu sais ces choses non pas par des livres, mais pour les avoir vécues, pour les avoir été. Cette connaissance engendre une étrange autorité. Pas celle des diplômes ou des titres, mais celle qui vient d'avoir survécu à ce qui n'aurait pas dû être endurable. Les gens le sentent. Ils ne connaissent peu, être pas ton histoire, mais ils sentent quelque chose de solide en toi. Quelque chose qui ne craquera pas sous la pression. Dans un monde de plus en plus fragile, cette solidité est magnétique. Elle est aussi dangereuse, car les gens essaieront de s'appuyer dessus, d'utiliser ta force pour soutenir leurs faiblesses. Tu dois apprendre quand les laisser s'appuyer et quand reculer pour qu'ils construisent leur propre force. Les cicatrices invisibles accordent une liberté particulière. Tu as déjà perdu ce qui comptait le plus, ta dignité, ton respect de toi, ta place dans la société. Tu as raclé ton visage contre la terre au fond du tonneau. Alors que reste-t-il à craindre? L'échec? Tu as déjà échoué de manière spectaculaire. Le jugement? Tu as déjà été jugé et trouvé insuffisant par tous, y compris par toi-même. Cela enlève la peur qui maintient la plupart des gens petits. Tu ne joues plus la comédie. Tu n'essaies plus d'impressionner ou de prouver. Tu es simplement là, faisant ce qui doit être fait, car le faux semblant a cessé d'être une option au milieu des décombres de ton passé. Pourtant, ces cicatrices font mal, pas physiquement, mais dans le souvenir, dans les rêves, dans des moments aléatoires, quand un déclencheur fait résonner le fantôme de qui tu étais. Les cicatrices sont guéries, mais pas effacées. Elles font mal quand le temps change, quand tu es fatigué, quand ta garde baisse. Tu dois apprendre à vivre avec cette douleur, à l'accepter comme le prix de la transformation, à comprendre que le pouvoir et la douleur ne sont pas opposés. Ils sont partenaires. Plus tu gagnes de pouvoir, plus tu portes de douleur. Non par cruauté de la vie, mais parce que c'est le vrai mécanisme de la croissance, par le feu, par la pression, par la rupture et la reformation en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Le pouvoir issu des cicatrices invisibles n'est pas fait pour l'exposition. Il est silencieux. Il réside dans la manière dont tu gères le chaos, dont tu réponds à la crise, dont tu restes debout quand les autres tombent. Il est dans le fait que tu ne scilles pas quand la vie te lance son pire. Car tu as déjà vu pire, tu as déjà été pire, et tu as survécu. Cette survie est ton pouvoir singulier. Non parce qu'elle te rend spécial, mais parce qu'elle te rend réel dans un monde de simulacres. La vérité finale est la plus dure à accepter. Tu ne te reconnaîtras plus jamais, pas complètement, pas comme autrefois. Chaque matin quand tu te réveilles, il y a un instant, une fraction de seconde, où ton esprit tente de charger l'ancienne version de toi, la personne que tu étais avant l'incendie. Et chaque matin, cette tentative échoue. Erreur, fichier non trouvé, cette personne n'existe plus. À sa place se tient un étranger qui porte ton visage. Et le plus étrange, c'est que cet étranger est plus toi que tu ne l'as jamais été. C'est ce que je veux dire par le soi avec un grand S. Pas l'ego, pas la personnalité construite pour la société, mais la vérité brute, non filtrée, de ce que tu es sous toute performance. L'addiction a brûlé le costume, brûlé le script, te laissant debout, nu devant l'existence, sans nulle part où te cacher. Et dans cette exposition, tu as trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui n'exige ni validation, ni approbation, ni applaudissement, quelque chose qui simplement est.
L'étranger dans le miroir a des yeux différents. Ils ont vu des choses. Non seulement l'horreur de l'addiction, mais l'horreur d'être humain. La violence que nous exerçons contre nous-mêmes. Les mensonges que nous nous racontons pour survivre un jour de plus. Les compromis que nous faisons avec notre propre âme. Ces yeux ont contemplé tout le spectre de la faiblesse humaine et ont pourtant trouvé le moyen de l'aimer quand même. Pas de manière sentimentale, mais factuelle, comme on regarde une machine cassée et qu'on comprend exactement pourquoi elle a échoué et comment elle pourrait être réparée. Cet étranger ne s'intègre nulle part. Trop sombre pour les gens de lumière, trop lumineux pour les gens des ténèbres, existant dans une zone grise qui met tout le monde mal à l'aise. Tu n'es pas assez misérable pour les Olympiades de la souffrance, ni assez heureux pour le culte de la positivité, ni assez spirituel pour les chercheurs d'éveil, ni assez cynique pour les nihilistes. Tu es simplement là, occupant de l'espace, étant réel d'une manière qui frôle l'obscénité pour tous ceux qui continuent de faire semblant. Les relations que tu croyais solides commencent à se fissurer, non par faute, mais parce que tu as changé trop profondément. La personne qu'ils connaissaient est partie. L'étranger les rend nerveux. Ils cherchent l'ancien toi, dans ce nouveau visage. Ils attendent que tu reviennes à la normale et tu dois choisir, faire semblant pour leur confort ou rester fidèle à ce nouveau soi étrange. La plupart choisissent le semblant. C'est plus facile, moins solitaire. Mais quelque chose en toi résiste, quelque chose qui s'est battu trop fort pour devenir réel, pour retourner au faux. Schopenhauer a remarqué que nous sommes tous seuls dans notre propre conscience, que la connexion est surtout une illusion. Il avait à moitié raison. Tu es seul, profondément, définitivement seul dans ton expérience de la réalité. Pourtant, cette solitude n'est pas tragique, elle est libératrice. Car une fois que tu acceptes que personne ne comprendra jamais vraiment ce que tu as traversé, tu cesses d'en avoir besoin. Tu cesses d'essayer d'expliquer, de justifier, de rendre ta transformation palatable pour la consommation de masse. Tu existes simplement comme cette chose étrange et nouvelle, et tu laisses les gens en faire ce qu'ils veulent. L'étranger dans le miroir, c'est des choses que l'ancien toi ne pouvait supporter. Il sait que la vie est à la fois dénuée de sens et infiniment significative selon l'angle sous lequel on la regarde. Il sait que la souffrance ne te rend pas spécial, mais te rend différent. Il sait que la guérison n'est pas un retour, mais une avancée dans un territoire sans carte. Cette connaissance pèse lourd. Elle te vieillit d'une manière sans rapport avec le temps. Tu peux avoir 25 ou 75 ans. L'étranger a les mêmes yeux. Des yeux anciens dans n'importe quel visage qu'il porte. Et voici la dernière pièce. L'étranger n'est pas un point final. On ne se transforme pas une fois pour toutes. L'étranger continue de changer, d'évoluer. Car une fois que tu as brisé la première identité, tu réalises qu'elles sont toutes temporaires, toutes construites, toutes optionnelles. Tu deviens fluide d'une manière autrefois appelée illumination, mais qui n'est en vérité que clarté. Tu vois que le soi n'est pas une chose fixe, mais un processus toujours en mouvement, toujours en devenir, ne se fixant jamais longtemps dans une seule forme. Alors quand tu te regardes dans le miroir maintenant, tu ne cherches pas la reconnaissance, mais la vérité. Et la vérité est celle-ci. Tu es mort. Quelque chose d'autre est né. Ce quelque chose est plus étrange, plus fort et plus réel que ce qui existait avant. Il porte ses cicatrices comme des armes. Il voit à travers les mensonges comme à travers du verre. Il repose dans le silence comme une pierre. Et il ne reviendra jamais, jamais, à la confortable fiction que tu étais autrefois. Ce n'est pas une tragédie, c'est une victoire, du genre qui laisse des marques. C'est ce que les brochures de récupération n'impriment pas. C'est ce que les groupes de soutien murmurent, mais ne déclarent jamais à voix haute. Devenir clean te coûte plus que l'addiction ne t'a jamais pris. Tu crois que la partie difficile est d'arrêter. Tu te trompes. La partie difficile est de vivre avec ce que tu deviens ensuite. Car la transformation n'est pas un cadeau. C'est un échange. Tu abandonnes qui tu étais et en retour tu reçois la clarté. Et la clarté est une compagne brutale. Elle te montre tout. Le bon, le mauvais et l'insoutenable vérité dont la plupart des gens fuient toute leur vie. D'abord, tu perds toute tolérance pour l'artifice. Il s'évapore. Les jeux sociaux qui font fonctionner la société deviennent impossibles à jouer. Quelqu'un qui se lamente d'un latte mal préparé te donne envie de hurler, non par colère, mais parce que tu es allé dans un vrai enfer et que leur performance de souffrance te semble une insulte à la douleur authentique. Tu dois te mordre la langue sans cesse, apprendre à hocher la tête et sourire pendant que ton esprit hurle que rien de tout cela n'a d'importance, que nous mourrons tous et gaspillons nos heures sur des absurdités. Cela te rend insupportable au dîner. Deuxièmement, tu perds la capacité de vivre en pilote automatique. La plupart avancent dans la vie à moitié endormis, décidant par inertie, par habitude, par le comportement des autres. Toi, tu ne peux plus faire cela. Chaque choix devient conscient. Chaque action exige une intention, car tu sais ce qui arrive quand on somnambule à travers l'existence. Tu as vécu ce cauchemar.
Alors maintenant tu es éveillé, douloureusement exténué, éveillé. Et être éveillé dans un monde de somnambules est une solitude singulière. Troisièmement, tu perds le confort du statut de victime. Cela fait le plus mal, car pendant ton addiction, tu pouvais tout mettre sur son dos. Tes échecs, tes relations brisées, ton potentiel gâché. La substance était le méchant. Tu étais son prisonnier. Dans la sobriété, cette excuse meurt. Tu dois affronter la vérité inconfortable que tu as choisi cela chaque jour. Tu as soulevé la bouteille ou l'aiguille. Personne ne t'y a forcé. Et maintenant, tu dois porter le poids de cette responsabilité. Plus de blâme, plus d'excuses. Seulement toi et les conséquences de tes choix, face à une table sans nulle part où te cacher. Le philosophe Camus a écrit sur Sisyphe poussant son rocher éternellement. Il a dit « Il faut imaginer Sisyphe heureux, non parce que la tâche a du sens, mais parce qu'il l'accepte. » C'est ce que tu deviens après l'addiction. Tu acceptes le rocher, tu acceptes que la vie soit dure et injuste, que personne ne viendra te sauver. Tu acceptes que le bonheur ne soit pas une destination, mais une pause momentanée entre les luttes. Et dans cette acceptation, tu trouves quelque chose qui ressemble à la paix, même si cela ressemble davantage à une résignation, non pas une capitulation, mais une acquiescence à ce que la vie est plutôt qu'à ce que tu aurais voulu qu'elle soit. Les gens viendront te demander conseil, ils verront ta survie et supposeront que tu possèdes des réponses. Tu n'en as pas. Ce que tu possèdes, c'est de l'expérience. Et l'expérience enseigne que chaque chemin est différent. Ce qui a fonctionné pour toi pourrait détruire un autre. Alors, tu apprends le silence. Tu apprends à écouter plutôt qu'à prêcher, à offrir ta présence plutôt que des solutions. Car tu te souviens de ceux qui ont essayé de te sauver avec des mots et combien ces mots étaient inutiles. Tu te souviens que le changement n'arrive que quand quelqu'un décide qu'il en a fini, pas une seconde avant. Toute la sagesse du monde ne peut prendre cette décision à sa place. Le prix inclut ton innocence concernant la nature humaine. Tu as vu de quoi les gens sont capables, pas seulement les addicts, mais tout le monde. Tu as vu des proches faciliter ta destruction parce que la confrontation était inconfortable. Tu as vu de bonnes personnes détourner le regard parce que ton désordre était trop désordonné. Tu as appris que la moralité est largement une performance et que, dans les bonnes circonstances, n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Cette connaissance te rend doux avec les autres, mais impitoyable avec toi-même. Tu sais qu'il n'existe ni bonne ni mauvaise personne, seulement des gens faisant des choix dans des situations impossibles. Et parfois ces choix mènent en enfer. Tu payes aussi avec tes rêves. Pas les rêves nocturnes, mais les grandes visions brillantes que tu avais avant l'effondrement. Elles sont parties. Tu ne désires plus le bureau d'angle, la famille parfaite, la vie présentée pour l'admiration. Ces rêves appartenaient à quelqu'un qui croyait aux contes de fées. Tu sais mieux maintenant. Tu sais que le succès n'est qu'une autre addiction, une autre façon d'éviter de t'asseoir avec toi-même. Alors tes rêves rapetissent, deviennent plus honnêtes. Tu désires un matin calme, une conversation authentique, un moment où tu ne luttes contre rien. Ces désirs modestes te font paraître peu ambitieux aux yeux de ceux qui chassent encore de grandes promesses vides. Laisse-les penser cela. Tu sais ce que tu sais. Mais voici le secret. Ils ont raison. Le prix en vaut la peine. Chaque morceau que tu le perds parce que tu n'en as plus besoin. La tolérance au faux-semblant a disparu parce que tu as goûté au réel. Le pilote automatique a disparu parce que tu as appris que vivre inconsciemment mène à la ruine. Le statut de victime a disparu parce que tu as trouvé quelque chose de plus fort que le blâme. Le pouvoir, le vrai pouvoir, celui qui naît de la pleine appropriation de ta vie, même quand cette vie est un désastre. Oui, devenir quelqu'un qui a guéri de l'addiction te coûte tout. Ton ancienne identité, tes mensonges confortables, ta place dans la société normale, ta capacité à faire semblant que tout cela a du sens. Mais ce que tu reçois en retour est quelque chose que la plupart ne trouvent jamais. Tu reçois toi-même. Pas le toi que tu voudrais être, pas le toi que les autres attendent, mais le vrai toi, brut, cicatrisé, réel. Et une fois que tu possèdes cela,